J'invite le professeur Evelyne Emery, qui est chef de service à Caen et qui est notre présidente du CMU de neurochirurgie, à nous parler de la neurochirurgie vasculaire et de l'évolution du traitement des anévrismes intracrâniens. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, Mesdames et Messieurs, je suis très honorée d'avoir été conviée à vous faire cette présentation et je remercie bien sûr professeur Palud de m'avoir donné l'occasion de vous parler de l'évolution de la place de la neurochirurgie dans le traitement des anévrismes intracrâniens. Un bref mot d'historique, il faut savoir toujours d'où nous venons. Et c'est toujours vrai, quel que soit le domaine chirurgical, en ce qui concerne la pathologie anévrismale intracrânienne. Dès le XVIIIe siècle, il avait été découvert la notion sur dissection cadavérique de la pathologie, l'anévrisme cérébral, puis ensuite sa sémiologie sous la forme de la rupture d'anévrisme, caractérisée par le mot dénomination hémorragie sous-arachnoïdienne à la fin du XIXe siècle. Les éléments ou dates clés pour voir l'anévrisme ont été le développement de l'angiographie cérébrale par Edgar Moniz en 1927, puis les chirurgiens novateurs, ambitieux, téméraires, disons, ont permis de mettre au point les premières chirurgies, d'abord par le clipage à l'aide de clips d'argent par Walter Dandy, un des fameux neurochirurgiens américains. Et la chirurgie ayant évolué grâce au microscope opératoire, l'un des chirurgiens relativement contemporains a également révolutionné la chirurgie vasculaire en la personne du professeur Yazargil, qui a été une réputation mondiale. Alors, qu'est-ce que la pathologie anévrismale intracrânienne? C'est une boursouflure, une anomalie de la paroi artérielle des vaisseaux, plutôt au niveau des vaisseaux de la base du crâne. Voici une petite boursouflure ici sur ces vaisseaux de la base du crâne. Voici une boursouflure un tout petit peu plus grosse, un gros anévrisme qui peut être documenté de façon de plus en plus précise par l'angiographie préopératoire ou préthérapeutique, voire avec des séquences angio 3D. Alors, quelle est la prévalence ou la fréquence de cette pathologie? La prévalence dans la population mondiale est actuellement évaluée à 2 à 3% de porteurs d'anévrisme dans la population mondiale, avec quelques disparités selon les territoires géographiques au sein du monde, avec une plus grande prévalence en Asie et une prévalence moyenne en Europe, avec les pays du nord de l'Europe un peu plus représentés. Parmi ces patients, 20% sont porteurs d'anévrisme multiple et la plupart de ces patients vont avoir une expression clinique sous la forme d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. Alors, quelques mots de physiopathologie pour comprendre la survenue de l'anévrisme et le risque, à savoir la rupture. L'origine est très variée. C'est une anomalie acquise de la paroi artérielle. Voici une paroi artérielle au niveau des bifurcations des artères, puis une déformation de la paroi minimale et qui va s'aggraver au fil du temps sous l'influence de facteurs endogènes, notamment l'hypertension artérielle, mais également de facteurs génétiques, mais également, et de façon plus prégnante, de facteurs environnementaux, l'exposition à une addiction au H ou encore plus l'exposition à une addiction tabagique qui favorise l'évolution de l'anévrisme et qui augmente le risque de rupture. En effet, la rupture anévrismale étant le mode de révélation le plus fréquent, nous en parlerons. La paroi de l'anévrisme a fait l'objet de multiples études au niveau microscopique, au niveau biologique. Il s'agit d'une lésion de la limitante élastique interne et de la média. Et puis, il apparaît des processus inflammatoires avec intervention de différents temps, action de métalloprotéinase, une atteinte de la matrice extracellulaire, une apoptose des cellules musculaires lisses, selon une cascade inflammatoire un peu complexe, et sous l'influence de stress hémodynamiques variés, en particulier sous l'influence de l'hypertension artérielle mal contrôlée, on aura une évolution de cette fragilité de la paroi artérielle avec déformation, évolution et enfin un risque de rupture. En effet, la rupture anévrismale est le signe marqueur clinique, est un signe de gravité, c'est un événement grave
qui s'exprime sous la forme d'une hémorragie sous-arachnoïdienne ou d'une hémorragie cérébro-méningée, voire plus grave, d'une hémorragie intraventriculaire, et qui s'accompagne aussitôt d'un risque de mortalité, voire immédiate, ou de morbidité élevée dès la phase précoce. Il faudra y rajouter les risques thérapeutiques que je vais vous développer. En effet, le traitement est urgent, qu'il soit neurochirurgical ou neuroradiologique, avec information indispensable à donner au patient et à sa famille, un pronostic toujours réservé dès l'admission, puisque le risque de décès évolue entre 13 et 70% en phase précoce dans le premier mois, ceci étant lié à l'état clinique préopératoire, préthérapeutique, selon un score clinique, à l'âge, à l'importance de l'hémorragie cérébro-méningée, à la morphologie de l'anévrisme et au risque intrinsèque des thérapeutiques ou de la thérapeutique qui va être choisie. Voici une imagerie d'une rupture anévrismale sous la traduction d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, du sang au niveau des citernes de la base du crâne, et la documentation par angioscanner qui évitera la plupart du temps une angiographie cérébrale, la documentation de la présence de l'anévrisme, de l'analyse de sa forme qui permettra de choisir le traitement le plus adapté. Alors, quels sont les traitements disponibles en période contemporaine? Eh bien, nous avons le choix entre deux thérapeutiques. La thérapeutique chirurgicale qui consiste en un clippage, et voici des exemples de clips, différentes formes, toute une gamme variée de clips pour s'adapter à la morphologie et à la complexité de l'anévrisme, qui est opposé ou qui est au choix avec une technique endovasculaire pratiquée par nos collègues neuroradiologues interventionnels, avec une foison de techniques, avec la forme initiale, du moins principe originel du filament, ou coils en termes anglo-saxons, et un raffinement technologique en technique endovasculaire sous la forme de stent qui se sont améliorés au fil du temps. Le coiling permettant le comblage intraluminal ou intrasaculaire de la poche anévrismale. Alors, quels sont les éléments techniques pour permettre de choisir? La neurochirurgie était le gold standard. Quel est le principe de la technique chirurgicale? Il s'agit d'une chirurgie à une craniotomie, donc à ciel ouvert, avec les temps opératoires bien documentés qui sont impératifs à respecter, une dissection microchirurgicale des citernes arachnoïdiennes de la base du crâne, bien sûr sous microscope opératoire, à l'aide d'une micro-instrumentation, avec une dissection des branches, du sac anévrismal, du vaisseau porteur et clippage de l'anévrisme. La chirurgie est bien sûr plus difficile en cas d'anévrisme rompu, car le sac anévrismal est plus fragile, il y a un œdème cérébral et on peut avoir un risque de rupture catastrophique péropératoire. La chirurgie est plus simple pour l'anévrisme non rompu, elle est préventive, c'est un geste qui reste délicat et qui doit être fait par des chirurgiens expérimentés. Alors, voici des exemples de deux situations en chirurgie. Voici une vue opératoire d'une chirurgie d'un anévrisme non rompu, dissection des citernes. On voit qu'il y a absence de sang, donc on a une chirurgie tout à fait exsangue avec la mise en évidence du vaisseau porteur, du sac anévrismal, du collet anévrismal. Donc, il faut prendre son temps. C'est une chirurgie par craniotomie mini-invasive. Le choix du clip, qui doit être le plus approprié. On doit changer le clip s'il n'est pas approprié. Donc, c'est un temps de dissection. Voici, on a choisi un clip 3 pour parfaire l'occlusion anévrismale en toute sécurité. Ceci sera contrôlé par une angiographie fluorescence que je vous montrerai dans quelques diapositives. On a une situation aussi moins agréable, plus tendue, avec un anévrisme rompu, avec des citernes qui sont plus difficiles à disséquer. Et voici un événement péropératoire. Hein. On a dit tout à l'heure, filmer toutes les interventions. Voici une intervention filmée en direct avec une rupture péropératoire qu'il faut savoir gérer puisque la situation est beaucoup plus stressante pour le chirurgien, l'équipe, et plus grave pour le patient. Alors, l'alternative à la chirurgie, combien même elle est raffinée, est la technique endovasculaire qui a été développée dans les années 90
avec la mise au point par Guglielmi et ses élèves des cols détachables. Et c'est vrai que ça a été une révolution, puisque ça a permis un traitement de l'anévrisme sans craniotomie, donc a priori plus simple, moins invasif. Et c'est une technique qui est devenue au fil des années et très rapidement très populaire, avec un raffinement technologique exponentiel à tel point que la plupart des équipes neurochirurgicales se sont ou découragées ou ont vu que la guerre était perdue. Était-il le temps de la mort de la neurochirurgie vasculaire? La question s'est réellement posée pour de nombreuses équipes. Alors voici le raffinement technologique en technique endovasculaire, avec la mise au point non seulement de COLS, mais de flow diverteurs, donc un traitement endoluminal, voire un traitement endosaculaire des anévrismes par un web, une sorte de parapluie qui va s'insérer dans la poche anévrismale. Voici un exemple de traitement en technique quotidienne au sein de mon service, mon institution, un anévrisme plutôt de grande taille au niveau de l'artère cérébrale communicante antérieure, une poche assez fragile et qui a été traitée par web avec un résultat radiologique, morphologique et clinique excellent. Alors, quand deux techniques sont en compétition, il faut savoir les évaluer. Donc, les études internationales ont pu, au fil du temps, évaluer l'intérêt, l'efficacité, la morbidité et la sécurité des techniques CLIP versus COL, d'abord dans la situation de la rupture anévrismale, la situation la plus fréquente et la plus dangereuse pour les patients, puisqu'elle est source de mortalité et de morbidité. Et donc, des études internationales randomisées ont pu, de façon tout à fait rigoureuse, permettre d'évaluer les deux techniques de façon randomisée. Et il a été montré dans de grandes revues prestigieuses en 2005 dans le Lancet que la technique endovasculaire avait des résultats sans doute meilleurs ou une moindre morbidité avec un meilleur résultat fonctionnel à 1 an, 5%, versus la technique neurochirurgicale. À 10 ans, à plus long terme, qu'en était-il? Les mêmes présentateurs ou les mêmes évaluateurs ont suivi leur casuistique à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans. Là encore, à 10 ans, les résultats en termes de mortalité et de morbidité étaient meilleurs dans le groupe endovasculaire versus le groupe neurochirurgical. Là encore, au détriment de la chirurgie, la technique Colling paraissait plus efficace à long terme ou plus sécurisante par rapport à la technique neurochirurgicale. Cependant, il fallait suivre longtemps ces patients et donc on a pu montrer de façon corollaire que l'oblitération anévrismale à long terme était meilleure dans le groupe neurochirurgical versus le groupe endovasculaire et que dans le groupe endovasculaire, il fallait procéder pour un certain nombre de patients à un retraitement suite éventuellement à une rupture de l'anévrisme avec le risque de la rupture et le risque d'un nouveau traitement. Et dans ces études à long terme, la tendance est inversée où on s'est aperçu que la technique chirurgicale avait un meilleur résultat durable par rapport à la technique endovasculaire. Alors, la challenge supplémentaire a été l'étude de la durabilité des traitements concernant les anévrismes non rompus et plus particulièrement les anévrismes d'artère cérébrale moyenne. C'est des anévrismes qui ont plus volontiers une forme avec des collets larges et qui répondent sans doute mieux à la chirurgie. Le traitement préventif doit être efficace et le plus sécurisant possible, sans morbidité surajoutée. De nombreuses études avec méta-analyses relativement récentes ont étudié cette question du traitement de ces anévrismes en comparant le clipage versus le traitement endovasculaire. Et ces études, avec une bonne méthodologie, ont pu montrer que le clipage était plus sécurisant avec un meilleur résultat d'oblitération à long terme de l'anévrisme versus la technique endovasculaire. Dans le même temps, et pour faire un petit peu compétition aux techniques endovasculaires, il y a eu de réelles avancées en technique microchirurgicale. Une meilleure visibilité, une meilleure appréhension préopératoire de l'anévrisme grâce à l'angiographie 3D.
donc dans le même esprit que les techniques de neurochirurgie fonctionnelle, bien analyser l'anévrisme. Nous avons minimisé les abords neurochirurgicaux. Sans rétracteur, nous avons raffiné la technique de microscopie, voire la technique d'ésoscope, pour laquelle je n'ai pas vraiment d'expérience. Et nous avons des techniques raffinées péropératoires, l'apport du mini-doppler péropératoire et l'apport de l'angiographie au verre infracyanine qui nous permet de vérifier l'occlusion parfaite de l'anévrisme et la bonne perméabilité des vaisseaux efférents. Ceci est la base. Il doit avoir comme objectif de garder la formation, de garder la compétence neurochirurgicale pour permettre la formation des plus jeunes recrues. Et elle est la porte ouverte à une chirurgie plus ambitieuse que je vais vous montrer. Alors, voici ce qu'apporte l'angiographie à fluorescence avec le contrôle péropératoire. Une fois le clip appliqué, voici le clip qui est appliqué sur l'anévrisme. L'anévrisme est occlus et vous voyez la bonne perméabilité des vaisseaux efférents. Et voici la fluorescence au verre d'infracyanine qui donne des images non seulement très esthétiques, mais qui nous permet de vérifier la bonne perfusion d'aval en toute sécurité de ce geste opératoire. Alors, nous sommes devenus un petit peu plus ambitieux la neurochirurgie s'est intéressée à des anévrismes beaucoup plus complexes, tels que ces anévrismes géants ou des artères perforantes d'aide du sac, ce qui a permis de remettre au goût du jour les différentes techniques d'anastomose que vous connaissez sans doute en chirurgie vasculaire périphérique, mais qui étaient des nouveautés pour la chirurgie intracérébrale, car le milieu du cerveau est quand même un milieu exigu et complexe. Et donc, les techniques d'anastomose se sont développées au fil des années, des anastomoses bas débit, des anastomoses haut débit. Le bas débit est assez ancienne. Elle fait l'anastomose entre une artère extracrânienne et intracrânienne, la plus classique étant l'anastomose entre l'artère temporale superficielle et l'artère cérébrale moyenne. Les anatomoses à haut débit, artère extracrânienne et intracrânienne avec interposition de greffons artériels ou veineux. Et plus récemment, les techniques d'anastomose intracrânienne. Donc, on essaye d'anastomoser les vaisseaux intracrâniens entre eux, ce qui relève d'un geste expertal beaucoup plus de haut niveau. On applique cette chirurgie anastomose à la chirurgie anévrismale, mais également à d'autres pathologies vasculaires intracérébrales, telles que le moya-moya ou les sténoses carotidiennes. Alors, quelques exemples. Voici une préparation d'anastomose haut débit avec greffon veineux interposé, qui va être pris au niveau de l'avant-bras, interposé entre l'artère, une des branches de l'artère carotide externe et une broche intracrânienne, généralement de l'artère cérébrale moyenne. Voici les différentes anastomoses intracrâniennes, intracrânienne, avec soit réimplantation d'artères, soit réanastomose, soit interposition de greffons veineux entre différentes branches artérielles pour exclure, soit chirurgicalement, soit par un geste neuroradiologique post-opératoire, l'anévrisme qui est en tant que tel inopérable ou impossible à exclure en tant que tel. Il faut dire que les équipes américaines, et en particulier l'équipe de Lawton à San Francisco, puis maintenant à Phoenix, a été promoteur de ces dernières techniques. Alors, nous en avons une certaine expertise dans mon service. Voici un exemple chirurgical d'anastomose à bas débit, avec d'abord la dissection de l'artère temporale superficielle, puis la préparation le segment M3 de l'artère cérébrale moyenne, puis les temps de dissection de suture, avec des micro-sutures de fil 9-0, des micro-points ou des petits surjets, donc qui demandent une expertise méconchirurgicale dans un champ exigu, et vérification de la perméabilité avec apposition, vérification par Doppler, et bien sûr, là encore, angiographie péropératoire. Voici un exemple d'anastomose intracrânienne entre deux artères PICA pour traiter des anévrismes complexes de la circulation postérieure, en particulier anévrisme au niveau de l'artère vertébrale ou à l'origine de la PICA, segment proximal. Voici des anastomoses, donc un exemple qui a été fait par mon plus jeune collègue, professeur Gabrel, et qui permet des gestes élégants
suivi d'un geste occlusif sur l'anévrisme par les équipes neuroradiologie interventionnelle. Ainsi, on peut dire que c'est une discipline en plein renouveau. Elle n'est pas morte, loin de là. Elle nécessite néanmoins une équipe multidisciplinaire indispensable, associant anesthésiste-réanimateur, neurochirurgien expérimenté, entraîné, et bien sûr, la collaboration des neuroradiologues interventionnels. Nous sommes donc non pas en compétition, mais en complémentarité. Et le mot de la fin revient à Michael Lawton, qui est un neurochirurgien prestigieux, qui a dédié sa carrière neurochirurgicale à la neurochirurgie vasculaire, qui a ouvert de nouveaux champs en pathologie et en techniques très ambitieuses de nalsose intracrânienne. Il a reçu très récemment un prix prestigieux, la Cushing Award, qui est la récompense de sa carrière immense, alors que c'est un jeune chirurgien. Et il est vraiment dédié à cette technique. Il a récemment publié ce mot, Open microneurology is under threat, en menace, mais il faut absolument la défendre et transmettre ce savoir à nos plus jeunes recrues. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation qui est ouverte à la discussion. Je permettrai de commencer. En situation d'urgence actuellement, et on a vu combien les risques étaient élevés. Quels sont les éléments du choix pour orienter vers une technique ouverte ou une technique neuroradiologique? Est-ce que je vous en prie? Absolument, c'est une pratique quotidienne, puisque dès lors que le diagnostic de l'anévrisme est fait sur l'imagerie, généralement un angioscan, on arrive à voir la morphologie et le type d'anévrisme, on décide tout de suite avec les neuroradiologues interventionnels quelle est la meilleure technique. Et en fait, les anévrismes de la circulation antérieure sont confiés quasiment systématiquement aux neuroradiologues, ainsi que les anévrismes de la circulation postérieure, car leur geste a une moindre mobilité par rapport au geste chirurgical. Par contre, il y a une discussion au cas par cas pour les anévrismes ciliens, et je dois dire qu'il y a aussi un effet d'équipe. Il y a des équipes qui sont plus entraînées à la pratique quotidienne de la chirurgie anévrismale, et je dois dire que nous sommes plutôt dans les équipes où nous pratiquons quasiment systématiquement les chirurgies d'anévrisme ciliens en période d'urgence. Une question. Bravo à Evelyne Emery pour ce topo. Ça me rappelle le temps où j'étais interne chez Ouda, dans les années 80. En pratique, étant donné la place qu'a pris la radiologie interventionnelle actuellement, comment faire pour faire en sorte de disposer d'un pool de neurochirurgiens expérimentés, capables de prendre les grandes gardes? Alors ça, c'est une vraie question. Je vous remercie de me l'avoir posée. C'est une discussion que nous avons au sein de nos sociétés savantes, je dois dire au sein du CNU également. Nous sommes un petit peu inquiets sur la formation des jeunes neurochirurgiens. Donc, nous essayons de la promouvoir. Nous essayons d'avoir des équipes dédiées et recevoir les internes pour la formation de ces jeunes internes. C'est vrai que la bataille, je ne vais pas dire que c'est une bataille, mais c'est une question quotidienne. La neuroradiologie a beaucoup progressé. Et donc, l'idée est d'avoir une organisation régionale, voire nationale, avec des centres experts en neurochirurgie pour recevoir les internes et les former. Et je dois vous dire aussi que certaines équipes ont mené une réflexion. Certaines équipes en France avaient complètement abandonné la neurochirurgie vasculaire et essaient de la reprendre en main et de permettre aux jeunes de se former. Il y a une évolution des idées. À la Riboisière, à l'époque, il y avait un certain Jinjiang qui était précurseur en termes de neuroradiologie. Une question de Richard Villon. Juste pour poursuivre cette idée, c'est les mêmes services de neurochirurgie dont vous parlez, le vôtre notamment, qui traitent également les AVC ou c'est deux choses différentes? Alors, c'est deux choses différentes. Parce que j'ai appris que normalement, le territoire était suffisant concernant la prise en charge des AVC en France. Il semblerait qu'il y ait suffisamment de centres, mais ces centres-là ne font pas de chirurgie des anévrismes, c'est deux choses différentes. Alors, la prise en charge des AVC nécessite absolument les radiologues interventionnels qui sont largement bien représentés sur le territoire. Et bien sûr, c'est indépendant
de la présence d'une équipe neurochirurgicale concomitante. Et ma deuxième question, c'est la découverte. Vous opérez un anévrisme, mais souvent, il n'est pas unique. On découvre d'autres anévrismes, voire des micro-anévrismes. Quelle est la stratégie et quelle est surtout l'indication? Parce qu'il y a, comme dans toutes les disciplines qu'on a maintenant du progrès de l'imagerie, on trouve de plus en plus d'images. Donc, est-ce qu'il y a des critères extrêmement précis pour dire je vais opérer chez cette personne 2, 3, 4 anévrismes, voire les emboliser? Quelle est la stratégie quand vous trouvez d'autres anévrismes? Excellente question. Effectivement, nous trouvons de plus en plus d'anévrismes de façon fortuite, en particulier chez les personnes qui ont plusieurs anévrismes. La discussion, elle est posée dans les RCP. On a mis au point des RCP neurovasculaires multidisciplinaires et on prend en compte différents critères. Les critères endogènes, les critères environnementaux, qui sont des facteurs des risques évolutifs des anévrismes, la morphologie des anévrismes, et on a des scores qui sont publiés dans le Neurology 2015. On applique ces scores et on donne une note et qui nous permettra de basculer entre la surveillance régulière par une imagerie, tous les ans, tous les 2 ans, ou proposer une thérapeutique. Et dans la proposition thérapeutique, là encore sur les éléments d'analyse morphologique, on va proposer plutôt la chirurgie ou plutôt la technique endovasculaire où les 2 techniques sont équivalentes, le patient va choisir. Mais on a en fait des scores qu'on utilise quotidiennement pour mener cette discussion et faire la proposition aux patients. Monsieur Benham. Oui. Une question, revenant un peu sur le problème de la formation des jeunes. Dans quelle mesure les maquettes de formation leur permettent à la fois d'avoir une double compétence neurochirurgicale classique et une compétence interventionnelle? C'est une question parfaite et difficile. Il se trouve qu'aux États-Unis, les neurochirurgiens qui se dédient à la pathologie vasculaire ont la chance d'être exposés à une formation neurochirurgicale et une formation endovasculaire. Et donc, un neurochirurgien nord-américain peut décider d'opérer son anévrisme ou d'aller le traiter en salle interventionnelle. Malheureusement, pour des raisons historiques, disons, d'école, culturelles, politiques, nous n'avons pas la possibilité de faire ceci en France, alors que c'est conceptuellement parfait. Un neurochirurgien qui voit l'anévrisme est beaucoup plus à l'aise en traitement interventionnel. Quand bien même un neurochirurgien pourrait avoir accès à une formation interventionnelle, il est encore très difficile en France qu'un neurochirurgien puisse avoir les deux pratiques. Juste un tout petit commentaire, parce qu'en tant que chirurgien vasculaire périphérique et non pas, nous avons acquis, les collègues ont acquis la double compétence dans leur cursus. C'était une stratégie gagnante. Alors, au final, et Bernard Laudois a le micro, très court. Hein. Merci. Merci. Non, j'ai une question un peu dans le même sens. Comme les neurochirurgiens n'ont pas la double compétence, il faut partout des radiologues interventionnels. Comment faites-vous pour que chaque endroit où ce problème se pose, de rupture d'anévrisme ou d'anévrisme découvert à froid, comment faites-vous pour avoir des équipes de radiologie interventionnelle partout? Alors bon, le territoire est bien achalandé en neuroradiologue interventionnel, même si certaines équipes sont un petit peu réduites avec 1, 2, voire 3 praticiens qui prennent les gardes. Non, c'est pas trop la difficulté. En fait, la difficulté se trouve où il y a certaines équipes prennent en charge tous les anévrismes avec une technique unique. Et donc, qu'en est-il de leurs propres résultats aux morbidités, là où une technique chirurgicale serait plus appropriée? Oui, mais il y a quand même un problème, c'est que quand vous parlez de morbidité, c'est un mot réducteur. La morbidité, c'est qu'elle est lourde. Alors, effectivement, la morbidité légère, passagère, transitoire, et la morbidité, c'est qu'elle est réversible. Ça, c'est évalué à travers des scores fonctionnels qui sont bien établis, opposables aux 2 disciplines, de fait, qu'on étudie et qu'on met en place à court terme, à moyen terme et à long terme. Toute dernière question de Jean-Claude Coffinhal. Toute dernière question. Ouais, je crois que vous avez vraiment répondu à ces questions. Ça me paraît complètement insensé. Je veux dire, le fait de... Ça n'a absolument aucun sens vis-à-vis des patients, vis-à-vis de la formation, etc.
de continuer à faire qu'il y ait une séparation entre l'interventionnel, s'il vous plaît, entre l'interventionnel et la chirurgie. Je veux dire, mais c'est une. Quelle est ta question? Voilà. Ah, c'est un commentaire. C'est tout. C'était un commentaire, mais parce que vous avez répondu aux questions. Donc, merci. Merci. Merci, nous allons avancer. Bravo.